Voilà, je suis très content de faire cette recherche parce que je suis pas, voilà, enfin, je m'intéresse aux clips, voilà, comme tout amateur de cinéma et de musique, mais j'ai pas écrit d'ouvrage ou de recherche particulière sur la question. Donc là, c'est la première fois où je me suis vraiment un peu penché en profondeur sur cette culture. On va voir beaucoup d'extraits de clips, d'extraits de films, je pense certains très connus, d'autres peut-être que j'espère vous faire découvrir, mais qui tous nourrissent. Enfin, le but de la conférence est de montrer des rapports dynamiques entre le cinéma et l'art du vidéoclip. A priori, des arts assez éloignés, parce qu'entre un long métrage de 2 heures et puis un clip qui parfois fait 3 minutes, voilà, c'est pas les mêmes enjeux, pas les mêmes modes de production, etc. Mais il peut y avoir évidemment des échanges. Et puis je voulais aussi remercier le festival parce que quand on fait un saut en arrière, moi j'ai découvert les vidéoclips dans les années 80. Enfin, je suis de la génération qui a découvert le vidéoclip dans les années 80, particulièrement en 86 avec TV6 qui était l'ancêtre, enfin la chaîne avant M6 qui était une éphémère chaîne musicale en France. Voilà, et quand j'étais adolescent et que je passais mes après-midi devant TV6, comme ça fasciné par ce que je voyais. Voilà, je ne savais pas que, donc c'était il y a 30 ans, je ne savais pas que j'étais déjà en train de préparer la conférence d'aujourd'hui. Donc c'est une conférence qui a commencé à mûrir depuis 30 ans. Donc je remercie le festival aussi d'avoir donné un sens à mes 30 dernières années de recherche. Voilà. Donc évidemment, le clip dans les années 80, enfin quand il apparaît, disons, voilà le premier âge d'or du clip avec MTV, les chaînes musicales. Bon, il y a une idée commune qui est que le clip a nourri très vite un complexe justement par rapport au cinéma parce que c'était des petites formes, des choses assez brèves, etc. Et qu'il y avait des réalisateurs de clips qui voulaient faire plus grand, sortir du format clip en quelque part en imitant le cinéma, c'est-à-dire en faisant des films plus longs, enfin en faisant presque des courts-métrages, des petits films qui dépassaient le format de la chanson, qui duraient un quart d'heure, avec des génériques, une lumière soignée, des costumes, etc. Mais toujours dans un rapport d'imitation. Alors il y a plein d'exemples justement de clips, certains très connus, qui imitent des univers visuels de grands films très connus. Donc voilà, donc l'exemple fameux dans les années 80 en France, c'est le rapport de fascination de Mylène Farmer pour le Barry-Lyndon de Kubrick. Alors évidemment, il y a plein d'exemples où les clips font des signes, font des clins d'œil très appuyés comme ça à des films très identifiés, des films cultes, enfin en général des films cultes. Mais ça marche voilà comme un clin d'œil culturel. Et le danger de ça, quand on est trop collé au film, c'est que ça, évidemment, ça induit un système de comparaison et qui est pas toujours à voilà, qui est pas toujours à l'avantage du clip, parce que c'est toujours l'idée, on a toujours l'idée que le clip est un peu le petit frère du cinéma, voilà, qui veut se faire aussi gros que voilà la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, mais bon, qui n'y arrive pas vraiment. Donc il y a des exemples voilà, c'est des exemples comme ça. Il y a un autre exemple, alors je ne sais pas si vous, enfin de moments purement plastiques dans certains films, c'est-à-dire des fois voilà, dans des films où il y a 5-10 minutes presque abstraits voilà, de couleurs, de musique, de rapports entre couleurs, montage, musique, etc. Et qui sont des sortes de vidéoclips avant la lettre. Donc ça, c'est l'exemple fameux d'un film d'Antony qui s'appelle Zabriskie Point, dont les 10 dernières minutes, c'est des explosions au ralenti, comme ça, sur de la musique des Pink Floyd. C'est en soi un morceau, voilà, un morceau de cinéma qui fait 10 minutes, qui est fascinant, qui n'est pas pensé comme un clip en tel, mais comme un clip en tant que tel, mais qu'on pourrait extraire comme un clip de Pink Floyd. Et voilà, qui a été beaucoup recyclé dans le clip, normalement, notamment dans les années 90 avec ce clip réalisé par le fils de Francis Coppola pour Fatboy Slim. Voilà, c'est des meubles, des objets qui explosent à ralenti comme ça sur de la musique électro. Donc ça, c'est toujours l'idée que le clip va se servir auprès du cinéma. Et en fait, il y a un seul, enfin je pense, il y a un seul exemple très marquant d'un clip, ou plutôt peut-être un ancêtre ou un des piliers de la culture clip, qui est devenu en lui-même un signe culturel et qui a été recyclé, voilà, un clip qui a inspiré le cinéma et pas l'inverse. Donc ce clip, c'est le clip de Dylan avec les pancartes, voilà, Subterranean Homesick Blues, où il invente un procédé en fait où il y a les paroles des chansons qui sont sur des pancartes, enfin, qui est une espèce de karaoké avant la lettre. Et puis c'était pas un clip, c'est aussi un cas particulier parce que en fait c'est extrait d'un documentaire sur Dylan, c'était pas pensé comme un clip en tant que tel, mais après on s'en servi comme clip. Et il y a beaucoup d'exemples. Enfin, j'ai trouvé un site internet qui recensait au moins 25 occurrences de recyclage de ce clip. Donc ça peut être dans d'autres clips. Donc c'est avec cet exemple de groupe australien de In Excess des années 80.
Ça peut être au cinéma avec cette scène de Love Actually, une déclaration d'amour comme ça avec les cartons sur de la musique. Enfin, je sais plus quelle musique c'est à ce moment-là, mais enfin bon, bref. Et puis un autre exemple assez étrange et assez prophétique. Alors c'est dans un long métrage qui s'appelle Bob Roberts, qui est une satire, enfin une comédie américaine des années 90, qui est une satire qui raconte la campagne électorale d'un chanteur démagogue, populiste, etc. Dans le film, on voit un clip, enfin un faux clip, où il enregistre le Wall Street Rap, où, enfin c'est l'inverse de Dylan, c'est une chanson qui fait l'apologie de l'argent, etc. Et c'est un clip assez prophétique, voilà, sur le Trumpisme, etc. Mais voilà, c'est un signe, voilà, il prend le contre-pied de Dylan. Mais voilà, pour le coup, tout ça pour dire que c'est un exemple où, pour une fois, le clip a inspiré le cinéma et pas l'inverse. Et puis il y a d'autres exemples, justement pour éviter la comparaison, c'est plus le côté simulacre, enfantin, c'est-à-dire on peut jouer, on peut reconstituer un film, mais plus de façon voilà, très enfantine, amusante, avec cet exemple d'un groupe américain qui s'appelle Fiery Furnaces, et qui copie, voilà, c'est une espèce de parodie de Easy Rider de Dennis Hopper, et très pédagogique. En fait, le clip est presque comme une forme de bonus DVD, c'est-à-dire qu'il y a des cartons, des interdits qui racontent toute l'histoire du projet, du film, du tournage, etc. Donc c'est quelque chose où on apprend des choses. Voilà, c'est pas une comparaison directe, c'est pas un remake direct du film, c'est une espèce d'hommage détourné et pédagogique, etc. Bon, mais tout ça, tous ces exemples, c'est des exemples qui restent très collés enfin, très littéral. Maintenant, on va essayer de voir des sortes de relais, de prolongement entre clip et cinéma sur des questions plus formelles. Avec toujours l'idée qu'on peut voir le clip comme une espèce de R&D, de recherche et développement du cinéma, c'est-à-dire c'est un laboratoire pour des nouvelles formes, voilà, des formes d'effets spéciaux, des formes de montage, des formes de dynamique, voilà, de dynamique visuelle, etc., voilà, qui sont, on peut dire, testées dans le clip et puis qui plus tard sont réinterprétées dans le cinéma. Alors toujours du côté des Madeleines des années 80, il y a ce clip, enfin, je ne sais pas si d'ailleurs si vous le connaissez, puisque l'assistance est assez jeune, mais voilà, l'assistance qui n'avait pas 13 ans en 85. Voilà, c'était un clip très fameux qui mélangeait animation et prise de vue réelle. Donc c'est la technique de la rotoscopie, voilà, qui après a été utilisée plusieurs fois. Et c'est les années 80 et c'est aussi les années où dans le cinéma, voilà, le rapport animation prise de vue réelle et voilà, redevient comme une question de pointe dans les effets spéciaux. Et il y a des explorations parallèles dans le clip et dans le long métrage voilà, avec notamment cet exemple de Zemeckis. Et puis il y a dans les années 80, pour les effets spéciaux, c'est des années assez passionnantes puisque c'est les dernières années des effets spéciaux mécaniques, c'est-à-dire des effets spéciaux qu'on voit devant la caméra, qui sont faits en direct devant la caméra, avant l'arrivée du numérique dans les années 90. Et donc on arrive à un espèce de point de perfection du mécanique et de l'animatronique, enfin des mannequins animés, etc. Tout ça sera balayé par le numérique, mais voilà, ça crée des choses intéressantes. Et avec ce réalisateur et cet exemple de réalisateur qui s'appelle John Landis, le film c'est Le Loup-garou de Londres. Alors là, dans le cycle des remakes, il y a un film qui est un peu semblable, qui s'appelle La Féline, enfin le remake de La Féline de Paul Schrader qui passe. Disons, le point commun entre Le Loup-garou de Londres et La Féline, c'est que c'est des films qui, voilà, sur des métamorphoses d'humain qui se transforme en monstre, et on montre la métamorphose en direct. C'est pas d'habitude, enfin dans tous les films des années 50, 60, enfin même antérieurs de films fantastiques, le monstre se transformait hors champ, voilà, c'était suggéré, c'était quelque chose qu'on voyait pas. Là, avec les effets spéciaux, on va montrer le corps se transformer, etc. Donc ça, c'est des effets spéciaux faits avec des prothèses, voilà, des prothèses mécaniques, voilà, voilà, qui s'étirent, etc. Avec une espèce de réalisme de la peau, voilà. Mais on est encore vraiment dans l'idée du mécanique, c'est pas encore le numérique. Le Loup-garou de Londres, c'est un film à la fois film fantastique, d'horreur, etc., mais avec évidemment une dimension un peu parodique, un peu comique. Et il se trouve, voilà, pour montrer aussi ça, c'est des maquillages, enfin des prothèses réelles. Voilà, pour montrer la différence avec le numérique, par exemple, pour un maquillage équivalent sur Dark Knight, on voit que là, il y a quelque chose de plus brutal, mais plus réaliste aussi, alors que le numérique a tendance un peu à lisser, voilà, tous les effets de cicatrices, voilà, d'écorcher, tout ça. Une autre particularité, voilà, c'est que la fin du film se passe dans un cinéma avec les zombies, voilà, les zombies dans le cinéma. Et là, c'est plus du maquillage, c'est des automates, etc. Voilà, donc c'est vraiment l'âge d'or des effets spéciaux numériques. Et il se trouve que
parmi les fans de ce film, il y avait un certain Michael Jackson, qui a commandé à John Landis, donc le réalisateur de Le Garde de Londres, qui lui a commandé le clip de Thriller sous forme, quasiment un remake du Loup-garou de Londres. Et ce qui est intéressant, c'était aussi, évidemment, comme c'est Michael Jackson, il faut que le clip soit une super production, etc. Et c'est pas un clip qui va se cantonner à la chanson, c'est-à-dire que c'est un vrai court-métrage avec un prologue narratif. Et par contre, ce qui est étonnant, je trouve, c'est que sur les effets spéciaux, c'est plus rudimentaire que le film de Landis, quoi. C'est-à-dire que c'est soit des effets spéciaux où le personnage se cache, sort du champ, on se cache à l'ancienne, on sort du champ, on revient dans le champ, on est maquillé, soit des effets spéciaux de prothèses qui se déforment, etc. Mais avec un rendu, je pense, moins sophistiqué que dans le film de Landis. Avec des gros plans sur les organes, etc. Mais on voit plus vraiment les coutures, quoi. Voilà, bon, ça c'est tout ça, les différents maquillages. Mais ce qui est intéressant, c'est que la collaboration entre Landis et Michael Jackson ne s'arrête pas là et se poursuit plusieurs années plus tard, presque 10 ans plus tard, avec un autre clip ultra célèbre, Black or White. Et là, pour le coup, ils reviennent aux effets spéciaux de pointe sur les morphings et les métamorphoses, avec cet effet spéciaux ultra célèbre des visages qui se transforment, qui se remodèlent, etc. Et donc, c'est en 10 ans, comme ça, on a un film et 2 clips, et un réalisateur et un chanteur, un partenariat entre réalisateur, chanteur et un passage du long métrage au clip qui raconte l'histoire du passage du mécanique au numérique. Il y a un autre exemple assez connu avec 2 réalisateurs, qui sont tous les 2 des clippers, mais un qui est passé au long métrage, l'autre qui est resté dans le clip, sur l'usage du même effet spécial la même année. C'est pareil, c'est cette espèce de collage entre les corps et les visages et les corps. Donc, si vous avez vu dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze, il y a une séquence où Malkovich rentre dans son propre cerveau et il arrive dans un monde où il n'y a que des Malkovich. Il y a 150 figurants autour de lui, des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, des vieux, qui ont tous sa tête, etc. Donc voilà, c'est un jeu ludique de coller des visages et des corps différents. Et la même année, il y a Chris Cunningham, qui est un clipper très, très fameux, qui fait un autre clip pour Aphex Twin qui utilise exactement le même effet spécial, mais là de manière plus dérangeante avec des gros barbus avec des grosses poitrines, etc. Enfin, il tire ce même effet spécial mais vers quelque chose de beaucoup plus monstrueux, beaucoup plus malaisant, etc. Voilà, tout ça pour dire que aussi dans l'idée du remake ou de la citation du clip, le plus intéressant, c'est pas de copier, justement, c'est pas juste de copier un univers ou ou rendre hommage à un style ou à une imagerie de cinéma, mais de poursuivre des gestes de cinéma, mais de manière différente suivant les époques. Par exemple, un autre clip fameux des années 80, qui est le clip de Peter Gabriel, qui est un clip fait tout en stop motion, enfin en prise de vue réelle, mais avec des stop motion, donc c'est très très sophistiqué comme ça. On peut dire que c'est vraiment la poursuite du travail de Norman McLaren, un cinéaste d'animation des années 60, canadien, qui travaillait justement qui travaillait avec les techniques du cinéma d'animation, mais sur des prises de vue, avec des acteurs, avec des prises de vue réelles, etc. Donc ce clip-là, c'est vraiment dans la continuation de ça. Et je montrais on va voir des exemples là, plus parlants, justement pour montrer deux petits films qui ont été faits à 100 ans d'écart, presque, enfin plus de 100 ans d'écart. Et vous allez voir que malgré la distance temporelle énorme qu'il y a entre les 2 films, il y a des grands points communs. Donc le premier, c'est un film de Georges Méliès, très très court, qui s'appelle L'Homme Orchestre. Alors, vous voyez que c'est ces 2 petits films qui ont a priori rien à voir en termes d'esthétique, d'époque, etc. Mais il y a quand même des gros points communs. C'est-à-dire que c'est des films sur comment figurer le rythme de la musique à l'écran, avec des déplacements, qui jouent sur l'idée de multiplication et de reproduction, de reproduction, et puis qui travaille, le Méliès, c'était les débuts du cinéma, donc c'est
c'est très artisanal et en même temps déjà très, très sophistiqué. Mais enfin qui travaille, voilà, qui montre aussi qui montre les coutures des effets, qui montre, voilà, ça vise pas une perfection, c'est-à-dire il y a pas de retouche numérique, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, enfin le clip donc le clip de Gondry pour les White Straps, ils ont vraiment acheté une quinzaine de batteries, ils les ont posées, retirées, etc. C'est pas du copier-coller numérique, c'est vraiment les objets qui sont filmés, retirés, voilà, sur des effets de montage. On arrête la caméra et on retire ou on enlève des objets, etc. Les effets de prise de vue image par image, etc. Et donc on voit à l'image aussi, on voit que c'est pas parfait. Voilà, on voit toutes les jointures. On voit même ce que je trouve très beau dans le clip de Gondry, on voit la lumière changer. Enfin, on voit le temps qui passe, on voit les ombres s'allonger, etc. Voilà, donc c'est pas parfait. Quelque part on voit les coutures, on voit les coulisses, mais voilà, c'est très très beau. Et puis ça correspond, par rapport à ça correspond parfaitement aussi à la musique des White Stripes, qui se veut une musique sans post-production, voilà, très brute de décoffrage. Et là, c'est pareil, l'image, voilà, la prise de vue est livrée telle quelle, il n'y a pas de retouche, il y a pas de retouche après. Toujours chez Gondry, en fait, il a aussi travaillé, enfin, je pense avec des reprises, enfin, sciemment ou pas sciemment, mais un peu dans la lignée de Godard, c'est-à-dire travailler le rapport de l'écrit et de l'image. C'est-à-dire soit, ça c'est un extrait d'Une femme est une femme, où c'est un couple qui s'insulte avec des titres de bouquins. Sinon, dans Pierrot le Fou, il y a ce moment fameux où il y a le logo Total qui apparaît et le mot Total revient dans le dialogue. Et Gondry, il a fait ça avec un clip très très beau de Jean-François Cohen qui s'appelle La Tour de Pise, où il y a les paroles de la chanson qui sont reconstituées avec des collages d'enseignes dans la ville, etc. Donc voilà, c'est un cinéaste qui va chercher des idées chez. Oui, Gondry, c'est un clipper, enfin cinéaste et clipper, qui va chercher des idées chez d'autres cinéastes, mais il ne va pas les copier telles quelles, il va chercher un esprit ou une règle, même une règle du jeu, et puis il va les poursuivre à sa manière. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que justement, est-ce que le clip en tant que tel, en tant que forme pure, est-ce qu'on peut la mettre telle quelle dans un film? Est-ce qu'il y a des morceaux de film qui pourraient être des clips en soi? Sauf que c'est pareil dans les années 80, sous l'émergence du clip. Arrive toute une esthétique, nouvelle esthétique, on peut dire influencée par les couleurs tranchantes et le montage vif du clip, de la pub, etc. Et voilà, il y a des films très célèbres qui ont des moments musicaux très très forts qui pourraient être extraits en tant que tels et qui pourraient être des vidéoclips, comme par exemple la course de Denis Lavant dans Mauvais sang de Carax sur une chanson de Bowie qui s'appelle Modern Love. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il n'y a pas de clip de Modern Love, donc la séquence du film est presque devenue le clip officiel de la chanson. Mais c'est pas que, ça concerne pas que le rock ou disons le jeune cinéma des années 80, c'est que même un film comme Prénom Carmen de Godard, qui est entièrement construit sur des quatuors de Beethoven. Est-ce on peut presque appréhender le film comme une espèce de clip géant autour de clips de Beethoven, puisque le film fait sans cesse des allers-retours entre une partie presque documentaire, entre un quatuor qui répète, etc., et la musique qui se continue et qui influe sur le montage des séquences qu'on voit après, etc. Et puis il y a d'autres cinéastes qui sont toujours restés très intéressés par justement des formes visuelles, on pourrait dire impures ou extérieures au cinéma, et qu'ils ont essayé de les ramener dans le cinéma. Donc avec le cas de Brian De Palma, donc avec Body Double qui figure dans cette programmation comme qui est une sorte de remake plus ou moins avoué ou déguisé de au moins deux films d'Hitchcock qui sont Fenêtre sur cour et L'Inconnu du Nord Express. Et puis De Palma, il a toujours été intéressé par les images impures. Il a fait un film au début des années 70, un film qui s'appelle High Mom, qui est aussi une histoire de voyeurisme, mais qui intègre des blogs, des pastiches de films militants, voire de programmes télé, d'émissions de télé, de télé locales de l'époque. Il a fait, il y a une dizaine d'années, un film qui s'appelle Redacted autour des images internes, des vidéos internet, des images internet, etc. Donc il est toujours intéressé par ramener comme ça des images extérieures aussi, des images d'autres médiums dans ses films. Et dans Body Double, il y a un moment très étonnant où il y a carrément, faut dire, le récit s'arrête et il y a une chanson, enfin il y a un moment musical, mais qui à la fois appartient au film et qui est un clip en soi. Donc on va voir ce que ça donne.
Donc ça, c'est l'extrait du film, c'est pas un, voilà, c'est pas un clip, voilà, c'est pas un clip. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise quand même toute la chanson. Voilà, il y a toute la chanson en entier. Il y a un moment quand même où le mixage, voilà, les dialogues reviennent au premier plan du mixage et voilà, la chanson passe en arrière-plan. Et puis il y a ce moment absolument inouï où il y a la caméra. Il y a le reflet de la caméra dans le miroir. Alors je pense, enfin moi je pense que c'est fait exprès, ça peut pas être un accident, enfin ou alors, enfin, ce serait étonnant pour un film hollywoodien que ce soit, voilà, qu'on le laisse comme ça. Et si ça se trouve, c'est peut-être même pas la vraie caméra qui tourne, c'est peut-être, enfin, un leurre. Voilà, on montre une caméra pour faire croire. Alors après, ça peut être un vertige théorique. Enfin, comme De Palma, il est toujours travaille beaucoup sur le simulacre, la copie, le reflet, etc. Avec l'idée que justement, comme là, on est dans une parenthèse du film. Enfin, on est dans un moment comme ça où le film est un peu suspendu. Voilà, on montre encore plus que c'est une parenthèse avec on montre encore plus l'envers du décor, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette chanson, c'est une des chansons les plus clippées de l'histoire, puisqu'il y a un autre, voilà, il y a un autre, enfin, ce qui passait sur MTV, c'était pas cet extrait-là, enfin, c'était un clip qui était très très proche de ça, en fait, qui était quasiment le même jusqu'au moment, voilà, jusqu'au moment où où les héros rencontrent Mélanie Griffiths, où à ce moment-là aussi, toujours sur le mode de simulacre, c'était le groupe qui rejouait des scènes voilà, qui rejouait des scènes du film avec la longue vue, le voyeurisme, etc. Et puis par ailleurs, il y a eu d'autres versions. J'ai pas étudié en détail, mais il y a eu un clip qui a été censuré, il y a eu d'autres clips. Enfin, donc il y a au moins trois quatre versions voilà, c'est un des titres des années 80 et je pense même de l'histoire de la pop, voilà, qui est un des plus clippés de l'histoire. Euh, Sinon, voilà, toujours dans le passage réalisation, enfin long métrage, clip et long métrage, il y a des cas aussi évidemment quand le réalisateur du film et le musicien et le clipper sont la même personne. Donc ça, c'est des cas un peu, voilà, un peu extrêmes, un peu particuliers. Donc avec le cas de Quentin Dupieux, voilà, enfin, Quentin Dupieux, réalisateur, et connu aussi comme musicien sous le nom de Mister Oiseau. Et puis donc il a fait un film qui s'appelle Rubber, qui raconte l'histoire d'un pneu serial killer. Et puis il y a un clip, voilà, il y a un petit clip sur la musique du film. Et voilà le clip, enfin j'ai pas le temps de le montrer, mais c'est assez intéressant parce qu'il voilà, il paie de manière un peu maligne, ou enfin peut-être trop maligne, mais c'est un peu un commentaire sur le style du long métrage, le rapport entre la différence entre le montage d'un vidéoclip et le montage d'un long métrage. Voilà, en disant que là, voilà, pour le clip, il fait un montage, un stupide montage épileptique, que pour un film, il faut être un peu plus lent et un peu plus ennuyeux, etc. Une espèce d'auto-commentaire ironique. Et en même temps, le clip est intéressant. J'ai pas le temps de le montrer, mais il travaille vraiment l'échantillonnage. C'est comme la musique électronique, c'est-à-dire qu'il travaille les images de manière très très saccadée, comme ça, au rythme de la musique électronique. Et on a l'impression que le clip est comme vraiment une compression du. Enfin, ça devient presque un clip narratif comme si on avait comprimé le long métrage d'une heure et demie en 3-4 minutes comme ça. Donc voilà, il y a une idée comme ça de faire une œuvre, que le clip est espèce d'appendice, voilà, d'appendice au long métrage. Et puis il y a d'autres exemples intéressants, disons par rapport à l'imagerie habituelle du rock, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une veine avant le clip. Dans le cinéma, toute une veine des films, voilà, les films avec Elvis, les films avec les Beatles, les films avec les Ramones, enfin des films avec des stars qui ont déjà une imagerie, qui avec eux amènent une imagerie très très forte. Mais c'est difficile, enfin c'est des films souvent intéressants, il y a souvent inventifs, mais ces films-là, c'est difficile d'aller contre l'imagerie, voilà, l'imagerie de la star telle qu'elle. Alors je parle d'un film qui pour moi est un vrai petit chef-d'œuvre, qui est disponible, qui est pas très connu, mais vous pouvez le voir en entier sur YouTube, qui s'appelle Rock'n'Roll High School, qui est pour moi la parfaite comédie de campus potache des années 80, avec les Ramones. Voilà, c'est les Ramones qui viennent mettre l'anarchie dans un lycée américain. C'est un peu le zéro de conduite punk, voilà, de l'époque punk. Donc réalisé par un cinéaste pas connu qui s'appelle Alan Arkush, mais paraît-il que Joe Dante a travaillé dessus aussi, mais il n'est pas au générique. Mais alors le film est très très bien, mais c'est vraiment une espèce de véhicule aussi pour l'imagerie punk, voilà, punk crade, enfin très très démuni, comme ça, très dépouillé, très efficace des Ramones. Et voilà, et ça sort pas ils chantent face à la caméra et tout ça, c'est des chants, des danses face à la caméra. Et ce qui est intéressant, c'est quand des fois d'autres cinéastes travaillent cette imagerie-là de manière plus ironique, et intègrent aussi dans le long métrage presque un clip, une sorte de clip, mais très, 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 un peu en décalage justement avec des imageries
l'imagerie des groupes en question. Donc toujours pour rester sur le cas des Ramones, ça c'est dans la famille Tenenbaum de Wes Anderson. Il y a une espèce de petite présentation du personnage de Margot qui est présentée comme la punk de la famille. Il y a un petit montage narratif qui raconte sa vie comme ça, avec des petites vignettes. Où tous ces actes de rébellion, etc. Et je trouve que c'est assez amusant par rapport à l'imagerie punk habituelle, parce que voilà, on confronte l'imagerie très trendy, chic, ordonnée de Wes Anderson à l'imagerie punk, et donc il y a un petit effet de décalage. Voilà. Est-ce qu'on peut appliquer la politique des auteurs au clip? Alors non seulement avec des clippers qui sont devenus reconnus comme artistes, reconnus comme évidemment tous les Gondry, Spike Jonze, etc. Mais il y a aussi des cinéastes qui sont allés de l'un à l'autre, enfin, qui ont fait alternativement des clips et des longs métrages. Et c'est assez intéressant de voir comment, voilà, comme le cas de Landis et de Jackson tout à l'heure, comment ça leur a servi à modeler leur œuvre. Alors on prend un cas, voilà, par exemple le cas de Gus Van Sant. Alors le cas de Gus Van Sant, c'est très très intéressant parce que c'est un cinéaste qui a eu beaucoup de périodes, disons, voilà, qui a connu des différentes mutations pendant sa carrière, c'est-à-dire qu'il a commencé comme cinéaste indépendant, qui après a fait des films pour les studios, avec des films de genre, etc. Après, qui a fait ces films très artistiques, enfin très radicaux. Il a gagné la Palme d'Or, il est devenu un grand auteur reconnu du cinéma mondial. Et puis, il n'est pas resté sur ce statut de grand auteur. Il est revenu à des projets d'apparence plus modeste, plus scénarisés, plus artisanaux, etc. Mais toujours, dans toutes ces périodes, il y a toujours des réussites éclatantes. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours, quelle que soit la période, a toujours réussi à surprendre. Et puis, il a fait des clips parallèlement. Et étonnamment, sa carrière dans le clip est beaucoup plus terne, je trouve, c'est beaucoup du clip MTV chic, pas nul, mais pas génial non plus. C'est voilà, il a fait des clips pour David Bowie, Tracy Chapman, les Red Hot Chili Peppers. Enfin voilà, des gens plus ou moins intéressants, mais voilà, qui restent au service de l'imagerie de l'artiste. Et c'est pas en tant que clip, c'est pas voilà, ça se voit, mais ça sort pas c'est un peu fait pour MTV, etc. Sauf un cas particulier justement au moment où au moment où il est intronisé, enfin il est un grand auteur radical, etc. Il fait justement un clip pour d'ailleurs pour un groupe ou un artiste que je connaissais pas. Et c'est intéressant de voir comment sa posture, disons son statut d'auteur radical à ce moment-là, va influencer sur sa pratique du clip. Donc je vais vous mettre on va voir deux extraits. Donc on va voir ce clip-là et puis un extrait ensuite de Last Days, de Last Days, le long métrage qu'il fait la même année. Et vous allez voir que c'est à la fois très proche et très différent. Alors, il y a à la fois beaucoup de points communs et beaucoup de différences. Disons que spontanément, si quelqu'un, je sais pas, je sais pas si on peut faire le test, mais si quelqu'un ne sait pas d'où viennent les images, on ne sait pas, on ne sait pas lequel est le clip, lequel vient d'un long métrage. Enfin, pour quelqu'un a priori, l'hypothèse de quelqu'un complètement innocent, on lui montre les deux extraits. Voilà, les deux peuvent être des extraits de films, les deux peuvent être des clips. Voilà. Et puis les deux sont, ce qui est frappant, c'est que c'est tous les deux je trouve des gestes de cinéma assez radicaux, simples et radicaux, assez provoquants même, parce qu'ils travaillent, surtout le premier, il travaille sur la limite entre la photo et le cinéma, enfin entre l'immobilité ou voilà, le fait qu'il se passe rien et le temps qui passe. Donc c'est aussi basé sur du pur, voilà, du pur temps réel, du pur quotidien. Et puis il y a voilà, il y a un rapport il y a aussi ce qui est très étonnant, je trouve, c'est la disparition de l'humain. C'est-à-dire qu'on est voilà, c'est des moments où la musique finalement prend la place et hante les lieux. Avec bon, le premier, c'est une musique très confortable et voilà, une ambiance très cosy, etc. Le deuxième beaucoup plus torturé, inquiet, etc. Mais voilà, l'humain devient fantomatique et voilà, comme si on filmait une espèce d'esprit voilà, qui entrait les lieux, mais c'est intéressant de voir comment, voilà, c'est aussi, voilà, c'est des moments qui travaillent aussi sur une sorte d'effet d'hypnose qui exige aussi du spectateur, voilà, qui travaille, qui s'implique ou qui essaye de trouver une espèce de tension, dans l'image et dans le temps, etc. Donc voilà. Voilà, tout ça pour dire voilà, que c'est et c'est un cas assez unique, je pense, dans l'œuvre de Gus Van Sant Clipper, parce qu'après il fait des choses beaucoup plus standardisées. Voilà, c'est je pense, dans sa filmographie, peut-être le seul point de rencontre vraiment effectif entre le clip et le cinéma.
j'ai parlé d'un autre cinéaste qui est passé d'un médium à l'autre, qui est Harmony Korine. Alors c'est intéressant Harmony Korine parce qu'il a fait il a fait je sais plus combien de longs métrages, mais enfin il fait des longs métrages qui a priori sont très très dissemblables les uns des autres. Et en même temps, quand on regarde, il a une filmographie intermédiaire remplie de clips, de pubs, d'objets bizarres faits pour Internet, etc. Et c'est avec ces objets-là, en fait, que se dessine la cohérence de l'œuvre. Alors, je vais parler d'un film qui n'est pas son plus connu, mais qui est un film de 2000 qui s'appelle Julian Donkey Boy, qui est un film qu'il a fait avec les outils du Dogme 95 de Lars von Trier, c'est-à-dire les règles du tournage brut à la petite DV, etc., sans post-prod, etc. Et c'est un film très intéressant parce que il utilise les règles du dogme pour revenir à un cinéma très très primitif, très brutal, etc. Qui travaille aussi bien le burlesque qu'une espèce d'abstraction presque expérimentale, des couleurs, de l'image, des sons, etc. Et voilà, qui donne l'idée vraiment de qu'est-ce que serait le cinéma primitif en 2000, en fait, même qu'est-ce que, à la limite, si le cinéma avait eu un siècle de retard, s'il avait été inventé qu'à la fin voilà, qu'en 1995 et pas en 1895, et qu'on commencerait à faire un cinéma comme ça très, très brut, qu'est-ce que ça donnerait? Donc je vous montre un petit extrait qui est à la fin du film dans une patinoire. Donc voilà, je vous montre l'extrait pour montrer un peu ce côté expérimental de ce cinéaste qui travaille voilà, sur pas de enfin, il tire l'image vers presque une sorte de pure abstraction où c'est voilà, c'est des corps qui glissent. Voilà, c'est une scène de patinoire, mais c'est à la fin, c'est presque plus que des taches de couleur comme ça qui glissent sur un fond blanc, etc. De manière très très à la fois très minimale, un peu hypnotique, voilà, avec cette musique, enfin cette bande son, c'est pas vraiment c'est de la musique, mais une espèce de borborigme électronique. Et je vais vous montrer un clip qu'il a fait pour quelques années plus tard pour Bonnie Prince Billy, qui poursuit un peu formellement ce travail sur l'image. Donc voilà, vous voyez que ce travail sur l'image à la frontière de la pure abstraction visuelle, c'est aussi voilà, ça lui permet d'être inventif puisqu'il invente, enfin, je sais pas s'il l'invente, mais en tout cas, il explore bien avant que ce soit la mode le principe du gif animé, de l'image qui bégaye comme ça. Et ça va bien aussi avec cette musique, ce blues, sorte de version contemporaine d'un blues très décharné, très voilà, très assez désespéré, mais ludique en même temps, parce que Corinne, c'est un cinéaste voilà, qui cherche à s'amuser avec le cinéma, à explorer des zones peut-être un peu bizarres, un peu étranges, un peu morbides parfois, etc. Mais toujours dans quelque chose d'assez ludique, d'assez ludique. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, après ça, il fait alors un film qu'il a tourné en VHS. Qui s'appelle Trash Humpers. Alors littéralement, ça veut dire les niqueurs de poubelle ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est l'histoire de vieux. Enfin, c'est pas une histoire d'ailleurs, c'est un film sur des espèces de vieux bonhommes, des espèces de vieux vagabonds qui errent dans les rues, etc. Et puis qui font voilà, des espèces de clowns un peu inquiétants, etc. Espèce de toujours de poésie un peu de la morbide, de la marge, du déchet, voilà, de la morbidité. Puis après, il fait une sorte de remake de ce film avec le groupe de rap sud-africain dit Antwoord, qui est voilà, là qui est plus travaillé sur des espèces de road movie en fauteuil roulant, espèces de voilà de clowns sur la route, etc. Et alors oui, ce qui est intéressant, c'est que voilà tous ces films, enfin toute cette veine-là, c'est la veine, disons un peu volontairement un peu crade de Corinne, c'est-à-dire qu'il travaille sur une image sale. Enfin, il cherche pas la belle image, quoi. Il cherche quelque chose de brut, voilà, brut de décoffrage. Et à partir de voilà ce film-là avec le Diane Tourte, au contraire, il rencontre le chef opérateur Benoît Déby, et c'est beaucoup plus les fluos dans la nuit, voilà une esthétique plus léchée, plus mode, etc., qui aboutira à Spring Breakers quelques années plus tard. Donc c'est assez intéressant de voir comment par l'œuvre se construit en passant par les clips, des projets un peu bizarres, etc. Et aboutit, on peut dire aussi à deux, c'est-à-dire que les deux longs métrages, si on met côte à côte, Julian Donkey Boy et Spring Breakers, on a l'impression que c'est vraiment deux mondes totalement. Enfin, d'un côté, on a l'objet volontairement crade, mal élevé, etc. De l'autre, quelque chose d'assez léché, assez contemporain, même trop contemporain, trop séducteur, etc. Donc c'est pas deux projets artistiques aux antipodes l'un de l'autre, et pourtant, voilà, il y a un cheminement voilà, qui est passé par des formes intermédiaires pendant toutes ces années qui lui a permis d'arriver là. J'ai montré des comparatifs quand même aussi entre des comparatifs entre des longs métrages et des clips qui sont directement inspirés de ces longs métrages. On va commencer par un extrait de THX 1138, qui est le premier film de George Lucas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi j'ai choisi cet extrait, c'est que déjà le film de Lucas est basé sur des parties pris de mise en scène très très forts,
Parce que voilà, c'est pas le seul film de science-fiction à parler d'un monde d'oppression type Orwell, voilà, où l'humanité est réduite est clonée, etc. Voilà, enfin, c'est évidemment pas le seul à faire ça, mais il a des partis pris de mise en scène très très simples et très très forts, c'est-à-dire qu'il s'est très très basé, contrairement à beaucoup d'autres films de science-fiction, presque basé uniquement sur l'expression des visages et des gros plans sur les visages parce que c'est dans ce monde cloné où tout le monde a le crâne rasé, tout le monde a le même uniforme, tout le monde vit sous terre dans des uniformes complètement abstraits et où il y a dans des environnements complètement abstraits où il n'y a aucun repérage. Finalement, la seule distinction, c'est le visage, quoi. C'est pour dire, si on était pompeux, que c'est un film très proche d'Emmanuel Levinas sur voilà le visage comme reconnaissance, résistance, etc., comme humanité, voilà, trace de l'humanité, etc. Avec l'actrice qui joue d'ailleurs qui a un visage qui rappelle beaucoup celui de Gelsomina dans La Strada, enfin qui joue beaucoup cette espèce de mélancolie enfantine comme ça, une tristesse, voilà, une tristesse enfantine. Et puis aussi, je pense que c'est influencé par le Buto, voilà, la danse moderne japonaise qui est née voilà, sur post Hiroshima, enfin post catastrophe, etc. Où c'est une danse qui à la fois nie la singularité corporelle, enfin voilà, travaille sur une standardisation des corps et une focalisation sur les visages. Donc on peut dire que c'est une version contemporaine de ça. Et le clip donc de Chris Cunningham pour Björk, pour le coup, fusionne. Voilà, c'est aussi un clip sur un devenir robotique de l'humanité, etc. Mais pour le coup, là, le visage qui était l'élément de résistance ou d'opposition à ce devenir assez terrifiant, là, voilà, fusionne avec enfin, l'humain et le robotique fusionnent et arrivent même à voilà, une espèce d'harmonie amoureuse, voilà, parce que les robots, voilà, les robots peuvent connaître l'amour, les sentiments, etc. Alors que dans toute la littérature, enfin, tout l'imaginaire de SF, justement Orwell, Blade Runner, etc., c'est que l'amour et le sentiment, c'est ce qui s'oppose au devenir robotique de l'homme. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est à la fois très en phase avec le film dont il s'inspire, voilà, parce que ça poursuit de manière, voilà, ça poursuit une esthétique, voilà, une esthétique avec, enfin, ça remet à jour une esthétique 20-25 ans plus tard, enfin, à la fois de manière technique. Et puis c'est aussi sciemment presque un contresens, mais un contresens, je pense, riche de sens par rapport à la source originale. Voilà, le clip, c'est aussi, il y a c'est tout un champ de réflexion sur l'incarnation, l'acteur, etc., qui porte l'acteur, avec aussi, bon, alors il y a d'autres exemples que j'aurais aimé mettre, mais je n'ai pas le temps, mais enfin je vous renvoie, vous allez voir sur YouTube, notamment un clip récent de Massive Attack qui est un hommage qui se veut un hommage à deux films, donc à Possession d'Andrzej Zulawski et à un film d'horreur qui s'appelle Fantasme de Don Coscarelli. Et donc c'est avec l'actrice Rosamund Pike, l'actrice de Gone Girl, qui est dans la couloir du métro et voilà, qui est hypnotisée par une boule métallique et qui est prise de convulsions, etc. Et enfin, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de le voir ensemble. Mais ce qui est ambigu dans ce film, c'est qu'on a l'impression que le corps devient très téléguidé, justement, à la fois par la musique et par la boule qui tourne autour, etc. Et à ça s'ajoute, enfin, c'est aussi la suspicion des images numériques, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'acrobatie, de contorsion dans les clips. On ne sait pas si est-ce que c'est fait vraiment par l'acteur, est-ce que c'est du numérique, etc. Alors que voilà, enfin, le film Possession de Zulawski, c'est tout le contraire. Évidemment, c'est un corps qui déborde. Voilà, c'est au contraire le corps insoumis par excellence qui est dans une colère tellurique, etc. Donc, voilà. Donc là aussi, c'est aussi un clip qui est à la fois un hommage et un rebours, voire un contresens de la source originale. Mais tout ça pour dire voilà, c'est quand même voilà, un champ d'expérimentation du travail de l'acteur, le clip. Donc voilà, ça c'est un clip fameux justement qui parle de tous les enjeux à la fois de l'acteur, de ce que peut faire l'acteur en vrai et des soupçons de contention numérique. Donc c'est un clip de Fatboy Slim réalisé par Spike Jonze. Donc voilà, ce qui est très beau évidemment là-dedans, c'est que c'est évidemment la multiplicité d'expressions de Walken qui est à la fois qui peut être très endormi, très nonchalant, très actif, et qui s'envole jusqu'à la fin.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Spike Jonze, voilà, c'est un thème que voilà le corps malléable, merveilleux, qui s'envole, qui danse partout, etc. C'est quelque chose qui a beaucoup intéressé Spike Jonze après et qui a travaillé de manière, voilà, qui a travaillé ça, mais de manière moins, en se dépouillant de plus en plus d'effets, voilà, notamment avec cette vidéo qu'il a fait en direct avec Arcade Fire et Greta Gerwig, qui est exactement sur le même principe d'une danse, voilà, d'une danse un peu loufoque, un peu dingue, etc., mais tournée en plan séquence, en direct, etc. Donc aussi avec des petites imperfections, les retards sur l'action, et on voit aussi la fatigue, l'effort, etc. Et je me demande si c'est pas d'ailleurs, c'est quelque chose aussi proche au cinéma français. Enfin, je ne sais pas s'il a vu les films de Claire Denis, etc. Mais par exemple, pour reprendre l'exemple de Denis Lavant, enfin de Mauvais Sang, voilà, la course de Mauvais Sang de Denis Lavant. Après, elle a été un peu reprise dans un clip de Jonathan Glazer pour Uncle, où il marche dans un tunnel souterrain, il se fait heurter par les voitures, etc. Donc là aussi, c'est une espèce de course folle, mais très retravaillée par le numérique et voilà, par les chutes, les impacts d'accidents. Voilà, sauf qu'à la fin, son corps devient indestructible. Mais on voit que c'est un corps très trafiqué, alors que quand il tourne, voilà, quand il retourne avec Carax pour Merde ou Claire Denis quand il fait les danses, etc. C'est une vision beaucoup plus naturaliste où on voit la fatigue, l'effort, etc. Et le trajet de Spike Jonze, c'est aussi un peu ça quand voilà, quand il travaille avec Gerwig, etc., qui avait aussi repris le Modern Love de Carax et de Denis Lavant, ou dans un autre, voilà, une petite vidéo qu'il a fait avec Elle Fanning, enfin c'est vraiment une espèce de petit film, un petit clip improvisé où elle se balade dans les coulisses du Metropolitan à New York, etc., qui est assez joli, etc. Mais c'est-à-dire que même quelqu'un qui vient du clip, qui vient des effets, de la perfection numérique comme ça, arrive à quelque chose de beaucoup plus, voilà, beaucoup plus dénudé, beaucoup plus pur, qui montre juste un corps, voilà, la magie d'un corps qui se balade. Alors, si on a le temps, je voulais faire une dernière conclusion avec l'idée montrer un tout dernier extrait avec un film très particulier, mais qui est une sorte d'auto-remake voilà, un film de Sacha Guitry, dont il a fait lui-même le remake ou la variation, mais qui est plus un palimpseste. Donc c'est un film qui s'appelle Ceux de chez nous, qui est une sorte un documentaire très particulier qu'il a tourné à deux époques. La première en 1915 et en 1952. L'idée qu'il avait, c'était que donc en 1915, c'était à l'époque du cinéma muet, voilà, il voulait filmer les grands artistes de son temps au travail, donc il va filmer des documents, il va filmer Monet, Rodin, etc. Donc c'est de la pure captation, enfin il n'y a pas de son, c'est juste des images très brèves, comme ça on voit les grands artistes, des artistes déjà en fin de vie, donc plus liés au 19e siècle. Donc c'est un vrai document comme ça sur les artistes de l'époque. Et ces images-là étaient montrées dans un spectacle théâtral, on peut dire un spectacle multimédia, où il était sur scène avec sa femme. Sa femme de l'époque, et il commentait les images en jouant des scènes ou en doublant même en direct voilà, les scènes qui étaient projetées. Et puis en 1950, il a fait la version sonorisée de ce film-là pour la télévision. Mais il s'est pas contenté, il n'a pas fait un playback, justement, il n'a pas resonorisé le spectacle tel qu'il était 30-40 ans avant, et il parle, voilà, il met en scène cet écart temporel et le temps qui s'est passé, et voilà, comment il travaillait avec ces images. Donc je vais montrer un extrait justement, qu'on peut dire que ce qui est intéressant, c'est comment il filmait un musicien classique en 1915. Donc on peut dire que c'est à la fois un exemple de proto-clip, voilà, de clip comment on faisait un clip il y a 100 ans, évidemment avec la musique classique de Camille Saint-Saëns, voilà, c'est un clip de musique classique tourné il y a 100 ans, et qui est aussi un auto-remake. Voilà, donc c'était l'histoire de boucler la boucle entre l'idée du clip et l'idée du remake. Et vous allez voir que c'est un extrait qui est théoriquement assez passionnant, parce qu'il parle vraiment de des rapports de la musique, de l'image, de l'incarnation, de plein de choses dont on parle aujourd'hui. Et tout est condensé dans cet extrait assez fabuleux. Voilà, c'est le mot de la fin, c'est comment être seul à percevoir les harmonies. Donc voilà, le cinéma et le clip, ils peuvent peut-être nous aider voilà, c'est des choses qui agissent sur nos sens et nous aider à percevoir nos propres harmonies. Ok, voilà, je vous remercie.